Bonjour et bienvenue sur cet épisode 7 de l'Agora Podcast et aujourd'hui on accueille Lionel Maltese. Bonjour. Bonjour et je vous laisse vous présenter rapidement. Alors, donc Lionel Maltese, je suis maître de conférence, donc enseignant-chercheur à l'Université d'Aix-Marseille, principalement à l'IUT de Marseille, à l'Institut universitaire de technologie, où j'enseigne dans les domaines de la stratégie, de l'entrepreneuriat, du marketing. Et je suis également membre du laboratoire de recherche du CERGAM. Et ma spécialité à moi, c'est plutôt le management du sport, l'économie du sport, le marketing du sport. Et j'enseigne également au sein de Catch Business School, plutôt sur la partie management et business du sport. Et je suis également associé à l'Université de Québec à Laval, toujours sur les mêmes thématiques, en fait, très orienté autour de l'univers du sport et du sport professionnel. Ok, donc il y a plusieurs choses, il y a stratégie, management, marketing et tout axé autour du sport. Alors, mes thématiques de recherche et mon parcours a été lié à un secteur d'activité. Mais en effet, c'est juste un secteur d'activité où on applique des théories ou des pratiques qui peuvent exister dans d'autres secteurs. Le but de l'université, c'est de pouvoir appliquer ce que l'on essaie d'apprendre aux étudiants ou à nos doctorants ou dans la recherche à n'importe quel univers, à n'importe quel secteur d'activité. Le sport étant particulier, un peu plus exposé que d'autres secteurs par sa médiatisation. Mais voilà, c'est vrai qu'au niveau de la recherche, oui. Au niveau des cours, c'est vrai qu'il m'arrive de faire des études de cas sur des clubs de football, des événements, des manifestations qui peuvent parler aux étudiants. La fixation de prix d'un concert, par exemple, ou d'un match de football, ça peut être intéressant. Ok. Et comment vous êtes arrivé à choisir du coup ce domaine d'application du marketing, management, etc. Alors, par hasard, parce qu'au départ, moi, j'ai fait des études plutôt orientées sur les mathématiques et l'économétrie et la donnée. D'accord. Et en parallèle, j'avais une activité professionnelle d'organisateur d'événements sportifs, donc à Marseille sur un tournoi de tennis qui a duré pendant 33 ans, qui s'appelle l'Open 13. D'accord. Et en fait, en finançant mes études, en découvrant par des enseignants de l'IAE d'Aix-en-Provence où j'étais un ancien élève, ces domaines, le marketing, la stratégie, l'entrepreneuriat, par des professeurs, Monsieur Mirunka, Monsieur Sayas, Monsieur Fouché, etc. Ça a été mes professeurs et c'est mes professeurs qui m'ont donné envie d'étudier ça, puis pourquoi pas d'enseigner après par la suite. Vous avez une approche un peu pratique par la création de l'Open 13, vous y étiez déjà en études? Ouais, alors j'ai une approche pratique parce que j'ai toujours eu une activité parallèle. Donc c'est vrai que je pouvais appliquer des éléments que j'étudiais ou que j'enseignais après quand je commençais à donner des cours en 2001. Et c'est vrai que l'événementiel, en général, c'est un secteur qui est très appliqué parce que ça nécessite beaucoup de polyvalence, à la fois dans les domaines logistiques, de marketing opérationnel, par exemple de services, d'accueil, d'organisation, de fixation de prix, de négociation, de communication. Et puis avec l'évolution de la technologie, d'utilisation des réseaux sociaux, puis de l'IA, etc. Donc ça permettait d'avoir un parallèle. Et la recherche, en fait, appliquée, parce que moi je me considère comme un chercheur qui applique dans les entreprises, au final, ça fonctionnait bien et c'est plus facile à faire passer pour les étudiants, voire même pour écrire, en fait, quand on écrit quelque chose que l'on a vécu ou qu'on a été de manière immersive dans les organisations. Voilà, c'est plus pratique et c'est plus facile à travailler, on va dire. Mais par contre, ce qui est difficile, c'est d'accéder aux données et aux organisations. Donc c'est pour ça que c'est deux métiers, parce que ce n'est pas les mêmes métiers. Enseigner, faire de la recherche, déjà, ce n'est pas le même métier. Mais également, organiser des événements ou faire des opérations de management, de marketing dans une organisation, ce n'est pas la même chose que d'enseigner. Mais ça permet de valider d'une certaine façon. C'est intéressant parce qu'il y a souvent une dichotomie dans tous les domaines entre faire de la recherche et les applications pratiques et tangibles. Alors c'est, à mon sens, une des faiblesses dans certains domaines, mais en gestion, on a beaucoup d'écarts entre la réalité et la pratique. On a des écarts de vitesse, c'est-à-dire que si on prend la technologie, on prend l'IA par exemple en ce moment, ça va tellement vite que les profs ne peuvent pas aller aussi vite en termes d'apprentissage de l'évolution de l'innovation technologique pour pouvoir le délivrer de manière le plus pertinent possible dans une salle de cours ou former des personnes parce qu'on est plus lent dans l'apprentissage qu'autre chose.
Après, ça nécessite une organisation parce que moi, j'ai eu la chance de travailler avec des personnes qui m'ont fait confiance en tant qu'enseignant, chercheur et docteur en sciences de gestion. Mais c'est pas si évident que ça pour des professionnels, des entrepreneurs, de travailler avec des enseignants. D'abord, on n'a pas un emploi du temps qui est libre tout le temps, même si on n'a pas énormément d'heures de cours, mais quand on a des responsabilités, c'est pas si simple que ça. Et ensuite, parce que c'est rare en fait, donc c'est assez déstabilisant de travailler avec un enseignant. Alors moi, par exemple, j'ai travaillé avec des anciens élèves. De passer du fait à qu'une ancienne élève, dont je pense là, finalement devienne une sorte de manager à mes côtés ou pilote des choses alors qu'en fait elle a été mon élève. Ce passage de élève à client ou élève à manager ou à manager, c'est pas si évident que ça à faire. Ça existe plus dans d'autres pays. Dans d'autres pays, la recherche est plus appliquée. Et c'est vrai qu'en France, des fois, il y a vraiment un écart entre la théorie et la pratique. Dans les domaines des sciences humaines, c'est quand même assez souvent le cas. Ouais. Et notamment dans le sport. Dans le sport, les personnes qui font des recherches tout à fait admirables. Mais en tant que professionnel, j'arrive pas tout le temps à appliquer ce qu'ils ont fait, notamment dans le sponsoring, par rapport à la réalité des marchés, quoi. C'est parce que c'est trop éloigné, c'est pas assez concret par rapport à ce qui se passe réellement, ou c'est juste que d'où vient la difficulté? C'est le système, que vous avez parlé de la France à l'échelle globale et que c'est pas séparé dans d'autres pays. Est-ce que c'est parce que la recherche elle est menée Alors, d'une part, au niveau de la décision, c'est que les chercheurs ont du mal à accéder à la décision managériale parce que il y a des problématiques de confidentialité, et dans le sport, il y a une problématique majeure, c'est un milieu de turnover. Si je prends par exemple le cas de l'Olympique de Marseille actuellement, c'est un exemple type, ou de la fédération, de certaines fédérations ou de certaines organisations, il y a beaucoup de changements, donc c'est difficile d'étudier dans la durée les décisions qui peuvent être prises, des changements dans des changements de dirigeants, des changements d'entraîneurs, des changements de directeurs généraux, etc. Donc c'est compliqué. Ouais. Et donc il y a cet accès. Après, c'est un univers qui est très exposé. Donc nous, comme on publie de manière publique, moi par exemple, j'ai travaillé dans une fédération et j'ai pas pu publier ce que j'ai fait pendant 7 ans parce qu'il y avait des données confidentielles ou il y avait des enquêtes en cours, etc. Donc c'était compliqué. Et l'autre élément, c'est que la consommation, parce qu'en marketing, on étudie souvent la consommation, elle évolue énormément. On est dans un univers de fast food, de fast learning, donc c'est-à-dire on essaie d'apprendre vite, on croit que l'IA va nous apprendre. En fait, l'IA nous apprend pas grand-chose. Par contre, peut nous aider, peut être un bon support. Et donc, en fait, la consommation des spectacles sportifs évolue énormément. Aujourd'hui, les gens qui ont regardé le Super Bowl, où il y a eu plusieurs centaines de millions de personnes en simultané qui ont regardé le Super Bowl, je suis persuadé qu'ils ne sont même pas au courant que les Seahawks de Seattle ont gagné le Super Bowl. Ils ont juste regardé ça par curiosité, mais par contre, l'audience était énorme, mais la consommation change. Et le degré d'attention des personnes sur les spectacles, ou en tout cas sur les athlètes, etc., il y a tellement de contenu maintenant que ça évolue très vite. Donc cette évolution nécessite à ce que le chercheur ou l'enseignant il soit vraiment, très au fait et surtout sur le terrain. Ce qui est parfois incompatible, notamment en France, avec la dominante administrative du métier d'enseignant-chercheur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, le pourcentage de tâches administratives qu'ont à faire les enseignants-chercheurs ne cesse d'évoluer pour des gens rigoureux, parce que c'est notre définition, on est rigoureux, la définition de la recherche, c'est d'être rigoureux, pour que la rigueur puisse être transmise aux étudiants. L'université, c'est la capacité de savoir apprendre par soi-même, c'est-à-dire savoir s'organiser, avoir organisé son temps. Et en fait, la tâche administrative est tellement énorme parce que on a des difficultés à trouver des supports administratifs qui puissent nous aider dans nos laboratoires, etc. Alors il y en a quelques-uns, mais malheureusement, c'est souvent les enseignants qui font cette tâche-là, qui peut être de l'achat, de la commande, de la réunion, la préparation de jury, de la saisie, de la planification, etc., où on n'a pas beaucoup de support, contrairement à l'industrie de la recherche privée. D'accord. Du coup, elle a un budget pas illimité, mais... Non, disons que déjà, il y a le financement de la recherche, donc qui est faible.
Surtout et pour des domaines comme peut-être je sais pas si le sport bénéficie. Alors moi, par exemple, je suis un contre-exemple parce que quand j'ai fait mon doctorat, j'ai eu la chance d'avoir une bourse par la région sud, la région PACA, qui a financé mes recherches, notamment en PACA pour aider des entrepreneurs à créer leur entreprise, des entrepreneurs qui étaient dans des anciens sportifs de haut niveau. Et puis je l'ai déployé sur Nice, sur Toulouse, sur Lyon, sur Paris. Et donc j'ai été financé pour faire ma recherche et on m'a mis à disposition des entreprises. Et les différents présidents d'universités qui se sont succédés sur Aix-Marseille Université ont toujours validé cette démarche de travailler en relation avec les entreprises, avec un impact territorial. Alors, j'ai parlé de l'Open 13 qui a duré 33 ans, mais j'ai commencé avec un entrepreneur qui avait une quarantaine d'années et finalement je suis allé jusqu'à sa prise de retraite en fait avec lui. Et donc c'est un chercheur qui l'a accompagné, même si c'est lui en effet qui a entrepris, mais en tout cas lui il a eu l'audace de travailler avec un jeune chercheur à l'époque et on est resté 33 ans ensemble et on n'a fait pas que des choses à Marseille, on a fait des choses à Paris, on a fait des choses en Autriche, en Allemagne, etc. Et donc voilà, donc ça a pu nourrir le contenu universitaire. Ça a pu nourrir aussi les projets des étudiants, ça a pu nourrir les doctorants qui ont pu faire des études en utilisant des données auxquelles j'avais accès parce que j'étais à l'intérieur des organisations. Et puis surtout, ça a donné de la légitimité à la recherche, puisqu'on a pu travailler avec les collectivités, avec les différentes parties prenantes pour faire avancer certains projets ou pour être sollicité avec une vue interne, parce que on était dedans, et aussi externe. Jusqu'à ce que je sois détaché en 2017 en tant qu'enseignant-chercheur carrément à Roland-Garros, à la Fédération française de tennis, où j'étais en charge du développement économique de manière libérée par mon université sur des jours dédiés pour participer au comité exécutif, etc. pendant 4 ans, pendant une mandature, pendant la période du Covid et aussi la période où Roland-Garros a été déplacé de la date de mai-juin à la date de septembre-octobre et où j'ai pu, j'allais dire vérifier, c'est peut-être pas le bon mot, mais mettre en œuvre des choses sur lesquelles j'avais travaillé de manière théorique pour voir si finalement, en termes d'application à quelque chose d'assez unique en France, puisque Roland-Garros c'est l'événement le plus rentable en France et qui a un potentiel extrêmement important. Et donc au final, l'université, peu de gens le savent, mais l'université a participé à son niveau, à travailler là-dessus, à faire des recrutements, à travailler sur l'efficacité ou l'efficience, sur la réputation, le développement des marques, etc. Et donc après, ça, on a fait des publications, des études de cas, des contenus, mais des contenus qui sont réalistes. C'est-à-dire que quand je peux travailler là-dessus avec des étudiants ou avec des collègues, et en fait, ce ne sont pas des données qui sont passives, mais actives, puisque j'étais présent sur les décisions, en fait. Donc là, voilà, nous, on appelle ça la recherche-intervention ou la recherche-action. Et donc cette praticité-là, qui est souvent un élément qui est, j'allais dire, pris de manière négative par des collègues, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps, en fait. Et après, moi, j'ai eu cette chance-là de rencontrer des bonnes personnes. Pendant mon doctorat, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Jean-Claude Blanc, qui était à l'époque le dirigeant du groupe ASO, donc le Tour de France, le Dakar, etc., qui m'a pris sous son aile quand il était dirigeant de Roland-Garros, puis après il a été dirigeant de la Juventus, du PSG, aujourd'hui il travaille pour Ineos et Manchester United. Et en fait, grâce à lui, j'ai pu apprendre et être sur le terrain, mais c'est des rencontres, et c'est vrai que si on est dans une démarche administrative qui prend beaucoup de temps, les rencontres ne peuvent pas se faire en fait. Ça, typiquement, c'est de ce qu'on revient de la technologie avant, ça peut être un des usages dans lequel l'IA peut avoir un effet intéressant pour le coup. Même au-delà de l'IA, juste que la technologie peut simplifier peut-être le processus là-dessus. Alors là, c'est clair. Maintenant, le prof est censé être capable d'apprendre par lui-même et de travailler avec le laboratoire de recherche ou ses collègues pour faire évoluer son mode de transmission de la connaissance. En fait, la question qui se pose, c'est la transmission de la compétence. Nous, ici, on est dans un IUT. J'ai beaucoup de collègues qui ne font pas forcément tous de la recherche, qui sont très techniques et qui sont capables de faire transférer de la technicité du style
de l'informatique de gestion, de la finance appliquée comme du contrôle-gestion, de la comptabilité, mais également de l'entrepreneuriat, du marketing opérationnel, des ressources humaines opérationnelles, etc. Et donc ça prend du temps en fait. Et je me répète pour la 3e fois, mais c'est vrai que ce temps n'est pas souvent dégagé parce qu'on a des pressions administratives, des contraintes de procédure. Qui font que on a un écart, peut-être un peu comme une collectivité, entre des supports qui sont nécessaires pour pouvoir nous aider à nous libérer du temps, pour être en face de l'innovation, pour participer à des colloques, pour partager, etc. Et souvent on le fait dans l'urgence, alors qu'en fait c'est quelque chose qui nécessite d'avoir beaucoup de temps, beaucoup de recul et une énergie où on n'est pas dérangé en fait. Et donc peut-être qu'on est dans le siècle ou la société de la non-concentration. On ne se concentre pas assez, tout est fast. Et à mon avis, c'est la problématique de l'IA. L'IA fait croire qu'on peut faire des choses rapidement. C'est le cas, par exemple. On peut créer graphiquement des choses assez intelligemment. On peut résumer un certain nombre de choses. Mais par contre, le savoir l'utiliser, personne ne nous l'a appris, on l'apprend seul et souvent on l'apprend mal. Je vais revenir juste sur le Roland-Garros parce que comme c'est quand même il y a énormément de choses qui s'entremêlent. Qu'est-ce que ça a impliqué votre rôle dans le Roland-Garros? Sur quoi est-ce que vous avez intervenu? Et un autre élément qui m'intéresse, c'est comment est-ce que vous faites pour collecter les données? Alors, je vais répondre à la première question. Mon objectif à moi, c'était travailler sur ce qu'on appelle l'efficience. C'est-à-dire, Roland-Garros, c'est une énorme ressource financière. C'est plus de 85% du financement de la Fédération française de tennis. Et c'est des résultats économiques extraordinaires, mais qui peuvent être optimisés. Parce qu'il n'y a pas que Roland-Garros, en termes de premium, qui arrive à ces résultats-là. Wimbledon dans le tennis le fait, l'US Open le fait, l'Australian Open le fait, mais ça peut être aussi le cas d'un Super Bowl, d'une Coupe du Monde, etc. Donc quand on est sur du très haut niveau, il y a les moyens parce qu'il y a beaucoup de ressources, le stade par exemple, mais également la marque, etc. Donc moi, mon rôle, c'était de voir comment on pouvait optimiser ces ressources-là. Il y avait aussi le nouveau stade qui se mettait en place à l'horizon des Jeux Olympiques de 2024, puisque je suis resté de 2017 à 2020, pendant 4 ans. Donc la préparation de ça, alors bien sûr, moi j'étais un élément de la chaîne, mais mon rôle a été double. J'étais, je pense, un bon intermédiaire entre les salariés et les élus, puisque je connaissais les métiers des salariés, étant moi-même professionnel, mais aussi formateur de compétences en tant que responsable de master, etc., qui correspondaient à un certain nombre de salariés, plus j'avais une expérience de plusieurs dizaines d'années de ce milieu-là. Donc je connaissais les athlètes, je connaissais les entraîneurs, etc. Donc j'avais pas de problématique d'acclimatation, à part la distance, parce que je vis à Marseille et qu'il fallait aller à Paris. Après, sur Roland-Garros, la question, c'était comment cette ressource financière, qui pouvait être optimisée, pouvait irriguer la pratique et le côté amateur du tennis. Et cette dichotomie entre le côté professionnel et le côté amateur, avec des décisions qui sont souvent prises malheureusement dans la hâte, avec des salariés qui connaissent de manière précise et technique les problématiques, mais des élus qui sont sur le terrain avec les clubs amateurs, etc., notamment le métier d'enseignant de tennis, qui pour moi est un pivot. Voilà. C'était aussi le moment où d'autres pratiques de sport de raquette étaient émergentes, comme le paddle, et après le pickleball, et donc de réfléchir à ces modèles économiques. Alors moi, je suis plutôt expertisé sur la modélisation économique, donc j'ai travaillé là-dessus. Poser une question, c'est la modélisation économique d'un club, d'un événement, d'un athlète, par exemple. J'ai essayé de calculer à partir de quel niveau un athlète était capable de s'autofinancer, donc d'atteindre son seuil de rentabilité pour pouvoir vivre de son activité tennistique, ce qui est très compliqué parce que c'est très très dur. C'est un métier d'entrepreneur où il y a beaucoup de blessures. C'est encore pire pour le paddle parce que ça rapporte moins. Pareil pour les événements, je parlais d'événements premium, mais les événements qui sont non premium sont souvent liés à des financements publics, à des infrastructures obsolètes.
Ça a été le cas par exemple de l'Open 13 qui dépensait beaucoup d'argent par rapport à la vétusté du Palais des Sports qui ne correspondait plus depuis plusieurs années aux critères internationaux, aux critères technologiques. Et c'est la raison principale pour laquelle il a été déménagé ou transféré à Lyon dans une salle beaucoup plus moderne. Donc voilà ces éléments-là. Et après les données, alors il y avait des données qui étaient publiques comme les budgets. Et les décisions financières, parce que c'est une association loi 1901 à but lucratif, mais c'est une association. Voilà, c'est une association. Donc derrière, il y avait ces éléments-là. Après, moi, j'ai pu travailler sur la marque employeur, parce que paradoxalement, c'est une organisation qui finalement a beaucoup de départs, alors qu'économiquement, elle fonctionne bien. Donc il y a une espèce de dichotomie là-dessus. Donc c'était une thématique sur laquelle j'ai travaillé, sur laquelle j'ai créé un article en ce moment avec des collègues. Il y a d'autres problématiques aussi sur lesquelles les données sont un peu plus confidentielles. C'est par exemple la rémunération des athlètes, c'est par exemple l'impact du sponsoring pour les athlètes, ce genre de choses. Et donc ça m'a permis de collecter un certain nombre de données, d'en faire des études de cas, parce que c'est beaucoup plus compréhensible pour les étudiants. Et également de pouvoir avoir la légitimité, pour avoir été à l'intérieur, de pouvoir mieux questionner. Encore une fois, il y a toujours un décalage entre la réalité qui est à l'instant T et le chercheur qui va étudier, et le temps qu'il analyse les données, le temps qu'il fasse, souvent, on a incrémenté quelque chose de plus. Et le dernier prix Nobel d'économie a repris cette fameuse théorie de la destruction créatrice. Sur l'innovation, il y a c'est tellement compétitif le sport qu'il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de choses qui avancent. Voilà. Donc moi, c'est vrai que c'était mes préoccupations, et c'est vrai que ça a duré qu'un temps parce que c'était compliqué de tout faire pendant un moment donné. Et après, moi, j'ai un profil très atypique. J'ai eu la chance que le président de mon université, M. Berton, a vraiment accepté, et les différents dirigeants avec qui j'ai travaillé, les collègues, que je puisse œuvrer dans une organisation. Et je pense que ça démontre aussi l'état d'esprit de la proximité qu'il peut y avoir, finalement, qui n'est pas très connu de la recherche ou de l'enseignement et des entreprises. Mais il n'y a pas que la recherche, hein. Les étudiants qui sont en alternance, les étudiants qui sont en stage, etc. C'est vrai que dans les IUT ou les IAE dans lesquels j'œuvre, on est souvent dans les entreprises. Quels sont les principes fondamentaux de l'organisation d'un événement sportif comme Roland-Garros ou autre? Alors, le fondamental, c'est la préparation. C'est-à-dire que si on est impréparé, il y a toujours des événements qui peuvent perturber. Alors, on peut penser au climat, mais ça peut être aussi le Covid, à l'époque où j'étais là. Ça peut être aussi des problématiques sportives. Ça peut être des problématiques technologiques, techniques, des évolutions. Par exemple, l'arbitrage a vachement évolué. La technologie est beaucoup plus utile, la nutrition a beaucoup évolué, etc. Et la compétitivité, par exemple le côté physique des athlètes a beaucoup évolué. Donc c'est toujours se préparer. Pour se préparer, ça nécessite beaucoup d'organisation et du financement. En fait, j'allais dire, le gestionnaire, celui qui manage le sport, en fait, il cherche des financements pour les athlètes. Et plus l'athlète est compétitif, et plus il est dans un marché où il va être cher. Donc le cas de Roland-Garros, par exemple, souvent les athlètes reprochent qu'il n'y a pas un niveau de rémunération autant élevé que le produit économique qui est développé, mais ça dépasse les 50 millions d'euros de prize money, donc de gains aux joueurs. Pour d'autres événements, il y a même ce qu'on appelle des garanties, où en fait les joueurs viennent pour faire la tête d'affiche. C'était le cas de l'Open 13 ou du Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes ou d'autres tournois qui ont lieu en ce moment à Dubaï, etc. Et donc en fait, c'est préparer ces ressources-là. Travailler la marque, travailler le site, donc le lieu, travailler les partenariats, reconduire les partenariats, travailler avec les fournisseurs pour qu'ils soient le plus près possible et le plus technique possible, et donc friser l'excellence pour que chaque année on s'améliore. Et pour répondre à votre question, en fait, le principal concurrent d'un événement, c'est l'événement lui-même. C'est-à-dire qu'on essaie de faire mieux que l'année N-1. Et ça nécessite un effet d'expérience, ce qui est pour moi le paradoxe du sport. C'est-à-dire que ce qui fonctionne bien, c'est quand il y a des effets d'expérience. Et donc on voit à Roland-Garros que les équipes qui restent à peu près les mêmes et qui ont bien évolué sur leur domaine, ils arrivent à progresser parce qu'ils ont l'effet d'expérience.
Mais par contre, ceux qui changent, il y a toujours un moment où on doit réapprendre parce que ça va vite, même si on vient d'un autre système. Et après, c'est un milieu où les gens se connaissent bien. Par exemple, l'ancien directeur général de l'Australian Open est devenu le directeur général de l'US Open il y a 2 jours. Parce que derrière, il est clé en main en fait. Et donc voilà, donc le problème de la compétence est important. Les ressources sont importantes. Le stade de Roland-Garros est un stade qui a été optimisé, qui est assez exceptionnel. Nous aussi, on l'a ouvert à ce qu'il ne soit pas que du Roland-Garros. C'est-à-dire que finalement, il y a d'autres choses. Il y a de la musique, il y a des défilés de mode, il y a des événements plus populaires, etc. Parce que le stade aussi, il a été utilisé pendant les Jeux Olympiques. Et donc, d'essayer d'optimiser ça. Et après, qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là? Comment on l'utilise? Comment on devient plus compétitif? Comment on irrigue le milieu amateur? Après, j'ai eu beaucoup de réflexions sur le bénévolat. D'accord, parce qu'il y a beaucoup de bénévolat dans ce genre d'événement. Alors, l'événement, non. L'événement, il est carrément organisé par des professionnels, donc c'est pour ça que c'est assez paradoxal. Mais par contre, l'argent qui est, qui est gagné grâce à l'événement est redistribué dans le monde bénévole, c'est-à-dire dans les associations, dans les clubs, auprès des régions, auprès des territoires, etc. Et cette redistribution, il y a vraiment c'est un peu comme l'impôt en fait, au final. L'État reverse l'impôt. La question qui se pose, c'est une question classique en économie publique. C'est est-ce que cet argent est bien utilisé? D'accord. C'est ce que vous parliez au début de l'irrigation du Roland-Garros sur le tennis. Est-ce que l'argent est bien utilisé? Et c'est une vraie question dans le tennis, que le tennis c'est un sport où il y a beaucoup d'argent grâce à Roland-Garros. Et c'est pas l'argent qui fait l'athlète. C'est pas parce que vous êtes très riche que vous allez être numéro 1 mondial. Mais ça aide. C'est-à-dire que pour y arriver, je parlais tout à l'heure d'un athlète qui arrive à s'autofinancer. Il faut un staff, il faut des déplacements, il faut savoir sortir d'une blessure parce qu'on est clairement souvent blessé. C'est un sport qui est dur physiquement. Il faut savoir s'entraîner, il faut savoir être bien accompagné, il faut avoir le temps, il faut savoir bien mesurer le nombre de matchs que l'on fait, etc. Et donc toute cette mécanique, c'est pas parce qu'on a beaucoup de ressources financières qui peuvent être transférées en staff, en compétences. Ce choix-là, il est important. Et les fédérations, en tout cas la Fédération française de tennis, est très hésitante sur cette partie-là parce qu'elle n'a pas une stratégie qui est claire. Pourquoi? Parce que chaque athlète a sa manière de travailler. Et si vous regardez par exemple l'Espagne, on a 2 joueurs extraordinaires qui sont numéro 1 mondiaux, ou voilà, Rafael Nadal et Carlos Alcaraz. Et finalement, le rôle de la fédération avec eux a été faible par rapport au rôle de la famille ou des entrepreneurs qui les ont aidés. Et alors que c'est un pays où il n'y a pas Roland-Garros. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'on a Roland-Garros, on aura un premier mondial. La fédération a un rôle de développer les athlètes au niveau de la France et notamment en redistribuant l'argent pour le développement. Ouais, alors les athlètes, mais aussi la pratique. Jeune, très jeune, parce qu'on peut commencer à 3 ans le tennis, la pratique de tout type de sport de raquette. Il y a le beach tennis, je parlais du paddle, qui est plutôt privatisé, puisqu'il y a une économie derrière, mais qui s'est développé largement, d'abord au Mexique, ensuite en Espagne, et puis énormément en Italie, en Suède, etc. Où là, il y a vraiment un travail économique à faire sur les bulles. Est-ce qu'il n'y a pas trop? Est-ce que c'est pas le privé qui domine le public? Est-ce que c'est des bénévoles qui doivent gérer des économies qui peuvent être lucratives? Est-ce qu'ils ont les capacités de faire ça? Et donc se pose la question, par rapport à votre question, de quel est le périmètre d'activité d'un bénévole? Parce qu'il n'a pas les compétences, par exemple juridiques, économiques surtout, quand on déploie un tournoi comme Roland-Garros. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un bénévole qui a forcément les compétences pour comprendre les enjeux financiers, les enjeux internationaux? Déjà rien que de parler anglais en fait, c'est une compétence. La partie sportive, c'est pas parce qu'on a été ancien joueur de haut niveau dans les années 80 que forcément on comprend ce qui se passe aujourd'hui, et il faut faire confiance à des professionnels. Est-ce qu'on fait venir les professionnels qu'il faut? Est-ce que voilà, il y a toutes ces questions-là qui se posent, qui correspondent pas mal à ce qui se passe dans l'économie publique, l'économie des collectivités, l'économie des ministères, etc., où on a des élus et on a des directeurs de cabinet, où on a des salariés. Voilà. Et je parle du tennis, mais c'est la même chose pour le football, pour le rugby, pour le hand, pour le ping-pong. Je prends le ping-pong par exemple, c'est un collègue qui est prof à Strasbourg, qui est président de la Fédération française de tennis de table. Elle connaît une évolution majeure grâce au haut niveau, grâce à 2 frères et puis d'autres, parce qu'il y a d'autres joueurs extraordinaires qui arrivent à être compétitifs par rapport à la Chine, qui est le pays dominant.
Mais voilà, là c'est intéressant, voilà, un autre cas d'un universitaire qui a su s'impliquer dans la société. Ouais. D'accord. Il y a le thème des ressources qui revient et c'est une des théories sur lesquelles vous avez basé pas mal de vos recherches, si je ne me trompe pas. Ouais. Est-ce que vous pouvez élaborer un tout petit peu sur qu'est-ce que c'est la théorie des ressources et du coup les types de ressources Alors la théorie des ressources, c'est de se dire finalement, c'est parce qu'on possède des ingrédients, on va appeler ça comme ça, un peu comme un cuisinier, qu'on est capable d'être compétitif. Ces ingrédients, on peut les appeler les ressources. Les ressources, c'est ce que l'on possède ou ce que l'on peut maîtriser. Ça peut être un lieu, ça peut être une technologie, ça peut être une réputation, ça peut être une marque, ça peut être physique ou ça peut être intangible, ça peut être un réseau relationnel, ça peut être des partenariats, etc. Si on l'applique au sport, les principales ressources qui sont, j'allais dire, importantes et décisives ou stratégiques dans le sport, clairement, c'est le lieu déjà. Le sport, c'est un lieu physique, c'est pas quelque chose que l'on fait en ligne. Alors il y a le e-sport qui fait partie du sport, mais il y a des lieux physiques aussi parce qu'il y a des événements. Mais vous prenez le stade de Roland-Garros, le Tour de France, c'est un très bon exemple. La France, c'est un lieu magnifique pour faire du vélo, et donc c'est un lieu unique. Mais des spots du style des courses de voile, des descentes, par exemple la descente de Kitzbühel ou là récemment à Milan-Cortina. Donc voilà, il y a des lieux. Donc les lieux et la technologie qui va avec. Donc, on parle des stades, du stade de Tottenham ou du Madison Square Garden, du Parc des Princes qui peut évoluer, du stade Vélodrome qui est un peu vieillissant, mais également de tout ce qui a été fait à Lyon avec la LDLC Arena ou le Groupama Stadium. Donc les lieux. Les partenariats. Alors attention, les partenariats, c'est très large. Ça peut être des partenariats du style équipementier, les Nike, les Adidas, les Under Armour, les Puma, etc. Mais aussi les banques, les assureurs, les compagnies aériennes, etc. qui financent le sport, mais également les partenariats publics. Les collectivités, puis on voit aussi des pays qui s'impliquent, même qui sont propriétaires, hein. Je parle du Qatar, d'Arabie Saoudite, mais également de villes qui sont très très impliquées, ou de régions. Le Vendée Globe, c'est la Vendée, avec un territoire, avec un événement majeur. Donc les partenariats, les réseaux relationnels, les réseaux qui touchent les agents, les athlètes, les familles, les partenaires, les médecins, très importants, on les oublie souvent, mais la partie physio, etc. Donc tout ce qui touche au réseau relationnel. Et enfin, tout ce qui touche autour de la réputation, qui permettent de créer des marques. Alors la réputation, malheureusement, elle est inégale. De temps en temps, on est dans le trou. Exemple aujourd'hui au 26 février de l'Olympique de Marseille, qui joue certainement sa saison dimanche contre Lyon, alors qu'il y a quelques mois, c'était l'euphorie. Mais ça peut être aussi des problématiques de dopage, des problématiques dans le tennis de betting, etc. Mais des choses très positives, avec des résultats incroyables, les résultats par exemple des biathlètes, les résultats des équipes collectives, l'évolution des athlètes, etc. Donc la réputation athlétique, la réputation locale, la culture. Le rugby est plus sud-ouest, le sport, le foot US est plus nord-américain, mais finalement en Allemagne ça marche bien. Puis on va voir on va avoir un match à Paris, donc il y a une attractivité de dingue. Après on peut avoir un athlète qui fait grandir son sport parce qu'il est extraordinaire. C'est le cas de Victor en basket, qui est à San Antonio mais qui a joué à Boulogne et qui finalement fait rayonner la France partout. Donc voilà. Donc c'est ces 4 types de ressources, quoi. La ressource physique, le lieu, ce qu'on appelle en marketing the place, les réseaux relationnels, les partenariats et la marque ou la réputation, mais surtout la réputation. Et après, il faut les compétences qui vont avec. Comment je gère une réputation, comment je gère une crise, comment je gère des résultats, comment je gère un lieu, comment je gère ou j'active des partenariats, comment je modélise ou j'arrive à travailler les réseaux relationnels politiques, stratégiques, économiques, ou je parlais de la santé par exemple, très important. Et comment est-ce que ce monde-là du sport qui est en train de connaître une évolution qui est sans précédent, parce qu'on a parlé du paddle récemment, moi il y a un sport que je fais qui est la course à pied, c'est en train d'exploser aussi. Complètement, ça explose. Ouais. Et puis dans tout ça, il y a aussi la partie technologie, mais peut-être on peut en parler un peu après. Comment est-ce que ça évolue ? Il y a plusieurs choses. Il y a l'évolution du sport, il y a la technologie et il y a les modes de consommation aussi. Si on peut. Alors déjà, les modes de consommation, ils sont difficilement ça évolue tellement. Nous, en tant qu'enseignants, on perçoit quelque chose peut-être qu'on est peut-être les seuls à percevoir, que ça soit du primaire jusqu'à l'université, c'est le degré d'attention de l'étudiant. Moi, ça m'est arrivé en cours d'avoir des étudiants qui regardaient la télé. Donc, ils ne peuvent pas écouter.
et regarder la télé. Des étudiants qui sont sur leur téléphone, des étudiants qui ne sont pas concentrés. Et dans le sport, si vous n'êtes pas concentré, si vous faites du running, du tennis, du ping-pong, du judo, etc., voilà, le problème de la ponctualité. Vous arrivez à faire un combat, vous n'êtes pas à l'heure, vous êtes disqualifié en fait. Mais c'est vrai que dans les écoles, dans les universités, etc., cette disqualification, elle n'existe pas. Mais dans l'entreprise, le retard en entreprise, c'est très important. Parce que, à un moment donné, voilà, cette capacité de concentration que le sport donne. Et donc, la consommation, parce on zappe beaucoup, et le sport doit être analysé par le sport qui se voit, le sport qui se pratique. Le sport se pratique de plus en plus. L'évolution du nombre de licenciés n'est pas liée qu'au Covid, est liée aussi à un art de vivre, parce qu'on fait de plus en plus attention à sa santé, et le sport est un des éléments qui favorise, j'allais dire, une bonne santé, une bonne hygiène de vie. Maintenant, il faut avoir le temps d'en faire, et il y a des modèles économiques qui se sont mis derrière. En effet, du matériel plus approprié, par exemple on pense du running, mais les chaussures ont énormément évolué pour les personnes. Il y a eu des adaptations aussi où on peut faire des trails jusqu'à un certain niveau et en découvrant aussi, en étant lié à la nature, ce qui peut être aussi décrit par les professionnels en disant finalement le trail c'est un sport de riches pour s'amuser, mais finalement le haut niveau on ne va pas aller le chercher. Voilà, mais dans tous les sports, il y a eu de la technologie qui a évolué, qui a permis de pratiquer jusqu'à un certain âge ou de commencer plus jeune. Je prends le tennis, le matériel a vraiment évolué. Et donc, les chaussures, c'est énorme ce que ça a fait. Et donc, la consommation est différente en fonction de la pratique et de fait de regarder. Et ce qui est différenciant en France, c'est que le sport est très concurrencé. Parce que le sport, c'est du bien-être. Et au final, le bien-être visuel ou le bien-être hédonique, il est concurrencé par la gastronomie, par la musique, par l'entertainment. Et nous, en France, on est un pays très polyvalent, très ouvert. On fait beaucoup de choses. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez hésiter à aller faire une super soirée et découvrir un nouveau bistrot ou une nouvelle soirée, aller découvrir un nouveau film au cinéma, aller visiter quelque chose d'historique. Et finalement, aller voir un match de football ou un match de basket, etc. Donc voilà, donc ce qui évolue pour répondre à votre question, c'est que c'était tribal du point de vue marketing, le sport, c'est très communautaire, mais dans le bon sens du terme. Ce sont des gens qui aiment bien partager des choses, familialement, amicalement, etc. et qui ont beaucoup de contenu grâce aux réseaux sociaux, qui peuvent être à double tranchant malheureusement, parce que ça peut mettre la pression sur les athlètes ou sur il faut savoir vivre avec. Et donc c'est un peu ça qu'on enseigne aussi aux étudiants. Donc il faut bien différencier le sport qui se pratique et le sport qui se voit. Et moi dans le rôle que j'ai eu à la fédération de tennis, c'est de se dire le sport qui se voit, Roland-Garros c'est très connu, donc ça se voit. Il n'y a pas que Roland-Garros, il y a le Rolex Paris Masters, il y a plein d'événements, il y a plein d'athlètes, parce que moi j'étais dans la fin de génération de Tsonga, mon fils Gasquet, Simon, avec aussi des filles qui ont performé, Marie Pierce, Amélie Mauresmo, etc., qui ont été des athlètes extraordinaires, qui ont été premiers mondiaux, Marion Bartoli qui a gagné Wimbledon, Amélie Mauresmo, etc. Et le sport qui se pratique. Et à tout âge, parce que c'est un sport qui est dur, par exemple, quand on a plus de 40 ans ou plus de 50 ans, comment l'adapter, comment travailler. Finalement, le paddle a été une des réponses. D'accord. À l'adaptation du tennis. Bien sûr, parce que le paddle est plus facile d'accès pour quelqu'un qui va commencer plus tard. On joue sur une surface plus petite. On joue à deux, donc c'est convivial. Les matchs sont plus rapides. Il y a moins de temps mort et de prise de plaisir. Donc au final, ça fonctionne bien. On peut jouer en intérieur. C'est parce que on n'est pas que dans le sud, donc dans le nord, etc. On peut jouer en intérieur. Et donc c'est plaisant. Et moi, j'arrive du Canada et des États-Unis là où j'étais chez mes collègues. Là-bas, c'est le pickleball où finalement c'est encore plus petit qu'un terrain de tennis. Il y en a beaucoup en indoor parce qu'il fait très froid là-bas. Et donc, c'est plus les seniors qui jouent à ça, mais il y a aussi des plus jeunes. Et donc, on prend plaisir plus rapidement.
concernant tout ce qui est communication autour d'un événement avec tout ce qui est les réseaux sociaux. Ouais. Parce que maintenant, je vois, en tout cas, c'est un enjeu majeur juste au niveau de l'athlète. Moi, je vois, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des athlètes professionnels, mais qui finissent par, d'une certaine façon, s'autofinancer, peut-être pas à un niveau professionnel, mais de par les réseaux sociaux. C'est clair. Et je vois que... Ils essayent, en tout cas. Oui, ils essayent, oui. Ce que je vois aussi, c'est au niveau des événements. Alors, je suis un peu biaisé puisque ce à quoi je suis le plus exposé, c'est la course à pied. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un retard global de la prise en main justement de ces réseaux sociaux pour la communication des événements. Alors déjà, il y a un élément très important par rapport à ce que vous dites, c'est que le sport est un secteur d'externalisation. C'est-à-dire que si on parle économiquement parlant, les marges se font souvent sur coût variable. C'est-à-dire qu'en fait, les masses salariales ne sont pas, à part dans les clubs de football, etc., qui sont élevées puisqu'on est obligé de payer les athlètes. Mais sinon, par exemple, la partie réseau social ou la partie commerciale, etc., est souvent externalisée. Parce qu'elle est temporaire, parce qu'elle se remet en question, parce que de manager ces personnes-là, c'est pas si facile que ça. Parce qu'il y a les athlètes aussi qui ont leur propre réseau, les coachs, etc. Parce qu'il y a beaucoup de changements. Parce que c'est des métiers aussi c'est du 24 heures sur 24. Donc il y a beaucoup d'externalisation. Les médias évoluent beaucoup. On est beaucoup plus sur un marché de l'influence qu'un marché du média. Et si on analyse les médias, regardez par exemple l'after-foot chez RMC, ou regardez ce qui se passe chez Amazon, chez ESPN, ou chez les insiders américains ou français, les consultants, etc., qui ne sont pas présents sur les réseaux sociaux n'ont pas de valeur ajoutée. Mais y compris nous, les profs. Moi, je peux dire que souvent, j'ai une valeur ajoutée parce que je suis suivi sur LinkedIn ou sur Twitter et que ça poste énormément et que ça impacte parce que si on n'est pas visible, il n'y a pas de contenu possible. Donc, c'est beaucoup d'externalisation. Et il y a beaucoup d'interférences. L'athlète communique, l'événement communique, mais est-ce que l'événement a les droits sur l'athlète ? Est-ce qu'il peut dire ce qu'il veut ? Le problème, c'est qu'on ne manage pas l'athlète. Si l'athlète il fait une sortie et qu'on n'est pas derrière, on n'est pas son agent, on ne peut pas faire. Voilà. Donc, c'est compliqué. Et donc, souvent, le média classique va faire de l'audience par des choses négatives. Il ne va pas forcément faire des choses positives, mais par des choses négatives. Par exemple, Lindsey Vonn vient d'avoir un accident colossal, a failli perdre sa jambe pendant les Jeux Olympiques. On a plus parlé de son opération, etc., que de sa carrière ou du fait qu'elle était dans les starting blocks pour faire un exploit colossal. Et c'est une athlète incroyable, mais on parle d'un malheur qui a failli perdre la jambe. Voilà, donc c'est dommage de partir là-dessus. Et donc souvent, ça fait partie des choses où les athlètes ne sont pas préparés à ça, les coachs et les présidents aussi, parce que la réputation est plutôt négative et que positive. Voilà. C'est parce que les médias récupèrent, elle est négative parce que les médias qui sont au-delà du... Les médias ou les influenceurs. Les influenceurs vont faire beaucoup de choses de manière négative et peuvent être aussi, si on ne les bloque pas, ou etc., on ne les modère pas. Voilà. Et c'est un travail qui est énorme parce que c'est worldwide, donc c'est compliqué. Et on peut passer de là à là. L'équipe de France de football, elle est passée de très bas en 2010 à très haut, à très bas, à très haut. Les résultats sportifs, l'OM est un très très bon exemple. Au cours de l'année, il y a des semaines extraordinaires et des semaines plus compliquées. Et le fait d'être tout le temps exposé, c'est impactant. Et voir maintenant, il y a des séries sur eux, il y a des suiveurs, etc. Un peu comme des stars de cinéma, comme des athlètes, comme des hommes politiques. Et ils ne sont pas formés à communiquer, malheureusement. Parce qu'ils sont formés à être athlètes. Donc c'est un peu le rôle aussi de nous, les personnes, mais c'est des extérieurs. Alors est-ce que les métiers d'agent doivent évoluer ? La réponse pour moi est totalement oui. Est-ce que les familles sont préparées à ça ? Voilà. Prenez le cas de Carlos Alcaraz. Il rompt sa relation avec son coach d'origine, qui est très respecté, qui s'appelle Juan Carlos Ferrero. Et au final, tout le monde lui tombe dessus. Puis après, il gagne un grand chelem. Et tout le monde se tait. Mais ça va d'en haut en bas. Donc voilà. Et en fait, on ne peut pas savoir ce qui se passe si on n'est pas à l'intérieur. Donc on a des insiders, etc. Mais par contre, le métier de l'influence est un métier qui a complètement impacté le sport. Et le métier de l'influence, derrière, il y a un modèle économique derrière. C'est-à-dire avoir une
une publicité qui va, puisqu'on est dans un modèle de l'audience, donc on va chercher de l'audience. Après, il y en a qui le font très bien. Cristiano Ronaldo l'a très bien fait. Très bien fait, ouais. Voilà, LeBron James, il peut y avoir des choses un peu bizarres où il va faire la pub d'une marque d'alcool en annonçant soi-disant sa retraite. Mais au final, la personne est toujours là, à plus de 40 ans, il est toujours hyper professionnel, etc. Donc voilà, il a fait très bien fait. Aujourd'hui, Victor, par exemple, c'est quelqu'un qui communique très très bien. Il y a beaucoup d'attentes sur lui, mais il est bien entouré. Mais il y aura des hauts et des bas, c'est une évidence avec les blessures. Et donc, c'est un marché de l'influence qui peut être très comparé au marché de la politique, au marché de l'entertainment, de la musique, etc., où on regarde quand même les choses négatives et positives. Donc, c'est chaud et froid le sport. Comment est-ce qu'on fait pour gérer? Parce que dans tout ça, ce qui ressort, c'est qu'il y a un événement, il y a toute la préparation en amont qui est technique, du choix du lieu, embaucher s'il y a besoin ou externaliser avec des entreprises professionnelles. Du coup, quand vous parlez d'externalisation, c'est bien ça, si je comprends? Ouais, c'est ça. Et il y a toute une partie ensuite de la gestion des athlètes, des ressources humaines au final qui participent, que ce soit le staff ou les athlètes. Et il y a la gestion de la e-réputation finalement. C'est ça qui vient, que ce soit ou les blessures, Exact. ou mine de rien, ça se passe souvent en organique aussi dans l'événement. J'avais participé à un événement sportif, je sais plus le nom, mais qui était à Marseille, en plein milieu de Marseille l'été dernier. C'était une course de 19 km, quelque chose comme ça. Et ça l'a pas fait, quoi, parce qu'il y a eu beaucoup de bénévoles qui, je pense, n'étaient pas informés. Et puis, du coup, c'était hallucinant parce qu'on était en train de courir. Moi, j'étais pas. C'est ça la difficulté, c'est que quand on n'a pas les ressources financières, on passe par du bénévolat. Les bénévoles font un travail admirable, mais avec leurs moyens, et on peut pas leur demander d'être professionnels, sinon ils seraient pas bénévoles, ils seraient professionnels. Bien sûr. Malheureusement, dans ce secteur-là, et c'est une vraie question de société, c'est que ce soit dans les associations à but non lucratif, les associations humanitaires, etc., le bénévolat est voilà, mais y compris au travail, c'est-à-dire que vous avez des gens qui travaillent, qui font des activités qui sont bénévoles, parce qu'ils ont l'honnêteté d'aller au bout de leur métier, etc. Et ils font des heures qui ne sont pas rémunérées. Donc le bénévolat, voilà, le bénévolat a une vraie question, c'est la reconnaissance du bénévolat. Est-ce qu'on peut parler de mécène de compétences ou de voilà. Maintenant, pour moi, un bénévole rémunéré, c'est un professionnel. Et donc, à titre d'ancien bénévole de la Fédération française de tennis, moi j'ai refusé d'être rémunéré en disant j'ai un métier, etc. Et si je suis rémunéré, je ne suis pas bénévole. Et je suis évalué par mes pairs, par mes managers, par des dirigeants ou par le marché. Mais un bénévole n'est pas évalué, il donne de son temps. Donc il n'a pas à être évalué. Et cette évaluation, elle est très importante. Donc en effet, c'est une vraie question. Et quand je vous reprends le tennis, les professionnels de Roland-Garros sont tous rémunérés. Il n'y a pas de bénévoles. Ça serait anormal vu d'ailleurs la rentabilité de l'événement. Donc il ne devrait pas y avoir de bénévoles. Il y a de l'argent pour payer tout le monde et avoir des professionnels. C'est pour ça que c'est très professionnel. Les chauffeurs sont très professionnels, l'accueil est très professionnel, etc. Il y a toujours des choses à améliorer. Mais aujourd'hui, par exemple, les Jeux Olympiques qui génèrent de la rentabilité, pour moi, ce n'est pas normal qu'il y ait des bénévoles. Les bénévoles devraient font du travail presque professionnel et à la limite devraient avoir une contrepartie par rapport à ce qu'ils font, même s'il y a des métiers qui sont plus faciles à faire. Donc cette question du bénévolat est importante. Et puis il y a la question du temps. C'est-à-dire, est-ce que vous avez le temps de pratiquer? Est-ce que vous avez le temps de donner? Sachant que les métiers aujourd'hui font qu'avec l'Internet, des réseaux sociaux, etc., il n'y a plus de temporalité. Le sportif, il est tout le temps exposé, par exemple. Et l'événementiel, on peut vous appeler jour et nuit, etc. Le mail a complètement changé la société. Le mail, tout le monde l'envoie n'importe quand. Et nous, on n'est pas assez rigoureux, je suis obligé de le dire. Moi, j'ai des étudiantes ou des étudiants qui m'envoient des emails le dimanche soir à 22h, le samedi matin, etc. Et moi-même, je suis obligé de travailler le week-end parce qu'en journée, j'ai pas le temps de pouvoir répondre à toutes les demandes que j'ai et donc de jamais lâcher le côté électrique, électronique et électrique de l'email, du réseau social, etc. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et l'athlète, il est confronté à ça. Il est tout le temps comme ça. Donc, si vous ne comprenez pas sa manière de faire et son économie, ces problématiques-là, et le fait qu'il ne soit pas formé à ça, parce que souvent, il a arrêté l'école assez jeune, voilà. Par contre, il a une capacité de concentration qui est extraordinaire. Il a une capacité de résistance qui est extraordinaire. Voilà.
pour répondre à vos questions globalement, peut-être que ce qui manque beaucoup dans l'économie du sport et le marketing du sport, c'est le lien entre le sportif et le business. C'est-à-dire que finalement, le sportif est géré d'un côté et l'économique, qui est souvent vu de manière négative, est géré de l'autre. Et on a, en tout cas en France, la tendance à dire « Ah ben ils sont trop payés, ils ont des salaires énormes, etc. » Sauf qu'ils sont extrêmement rares. Ouais. Et donc, d'arriver à ce niveau-là, c'est extraordinaire. D'arriver au niveau qu'ils ont, et en plus dans certains sports comme le vélo, comme le ping-pong, comme le trail, comme l'athlétisme, c'est pas les mêmes rémunérations que le football, le tennis, le football américain, le basket. Mais pour arriver au niveau de Tony Parker, c'est énorme. Alors après, il est dans un marché où il y a des ressources qui permettent d'avoir ces rémunérations-là. Mais c'est logique qu'il soit payé par le marché. Pareil pour Carlos Alcaraz, ou pour Roger Federer, ou pour Tiger Woods. Mais Léon Marchand, qui est extraordinaire, va toucher moins, ou les biathlètes qui ont fait des résultats colossaux vont être sur un marché qui est moins exposé, où il y a moins de sponsors, où il y a moins de pays. Mais le rugby, par exemple, c'est un bon exemple en France, où on a un athlète extraordinaire, Dupont, qui est peut-être le meilleur joueur actuellement, et finalement, il n'a pas les mêmes rémunérations que les autres, tout simplement parce que le rugby, il n'est pas visible aux États-Unis, il n'est pas visible en Chine, il n'est pas visible en Inde, contrairement au foot ou même au basket. Et donc, s'il était visible aux États-Unis, il aurait voilà. Pour information, le principal financeur de Roland-Garros, c'est la télé américaine. Ouais. De très loin. C'est-à-dire, c'est 65 millions de dollars par an. C'est-à-dire que c'est 40 millions de plus que la télé française. C'est 40 millions de plus que le premier sponsor privé. Donc, c'est la télé américaine qui finance le tennis français. D'accord. Donc ça, les gens ne le savent pas quand ils ne sont pas de l'intérieur. Est-ce que ça, c'est une tendance globale? Ça veut dire que c'est comme s'il y avait, au final, c'est la mondialisation du sport au global, où il y a une partie de l'audience qui vient de pays de tout le monde entier? Oui, clairement, il n'y a pas de frontières. C'est pour ça que pour ceux qui écoutent, qui veulent travailler dans ce milieu-là, il n'y a pas de frontières, donc il faut parler anglais. D'accord. Donc ça, c'est clair. Ouais. Moi, j'ai travaillé au sein de l'ATP, l'association de tennisman professionnel, de la FIBA, parce que j'organise avec le groupe Horeca, championnat du monde de basket, etc. Il n'y a pas de frontières. L'athlète, il est international. Aujourd'hui, je prends le cas de Roger Federer, qui est d'un petit pays, ou de Pogačar, par exemple, qui est un athlète extraordinaire, mais qui est connu dans le monde entier par rapport à ses performances, mais qui est dans un petit pays, ou Novak Djokovic, il vient de la Serbie, c'est un petit pays. Et donc, c'est des athlètes qui sont très internationaux. Et donc, c'est l'audience, en fait, qui est la base du financement. Et malheureusement, il y a des sports avec moins d'audience, qui auront moins de développement, et c'est peut-être la grande différence entre le sport féminin et le sport masculin, à part peut-être l'équitation, où le sport féminin a moins d'audience de manière naturelle et va être en retard par rapport au financement privé ou sponsor ou médias par rapport aux audiences. Donc c'est vrai que c'est un marché de l'audience, comme le marché de la musique, le marché des séries, le marché du cinéma, même le marché de l'éducation. Aujourd'hui, nous, on est plus reconnus si on a eu beaucoup de citations dans nos papiers. D'accord. Moi, par exemple, j'ai écrit un livre il y a quelques années avec un collègue. Il a été largement primé et vécu sur le marketing événementiel sportif. C'est parce que j'ai été cité X fois que j'ai une reconnaissance. Mais est-ce que ça veut dire que parce que je suis cité, le contenu est valable ? C'est sûr que voilà, on est dans un marché de l'audience, ça il n'y a pas photo, on est dans le marché du followers, etc. Par contre, c'est pas parce que vous êtes connu que vous êtes bon. Donc de temps en temps, il y a des choses extraordinaires. Je prends les cas de Léon Marchand, une carrière, il est jeune encore, mais qui a des résultats qui sont extraordinaires, mais dans un sport qui est moins à audience. Et donc, pour des athlètes moins forts que lui, c'est difficile parce que l'entraînement est compliqué. Ici, à Marseille, on a par exemple le cercle des nageurs. On a toujours eu des très très grands athlètes de water-polo, etc., mais qui doivent travailler à côté, qui ont des difficultés parce que c'est un sport qui est moins médiatique, qui est dominé aussi par les Croates, etc. Donc, cette question de l'audience, c'est peut-être une des spécificités de l'entertainment en général. Nous, c'est ce qu'on étudie. Et de temps en temps, il y a de l'audience négative. Je prends encore le cas de l'Olympique de Marseille. Il n'y a que des reportages sur mais qu'est-ce qu'ils font à Marbella, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Adrien Rabiot, mais pourquoi un tel a démissionné et l'autre est venu. Il y a des titres d'articles, c'est Dallas. Et puis peut-être que demain, ils vont faire un match extraordinaire. Et puis on va parler d'un super jeune joueur qui est capable de faire ça, quelqu'un qui est ambidextre, qui sait très bien jouer, et des histoires fabuleuses comme ça a été le cas de Didier Drogba, etc. Donc c'est très compliqué et ça va trop vite. En fait, c'est la vitesse.
ça va extrêmement vite. On oublie très vite, on a déjà oublié les Jeux Olympiques de 2024. Est-ce que, par exemple, avoir une communication négative sur un événement, est-ce que ça peut être quand même bénéfique, par exemple, parce que ça, mine de rien, ça génère quand même de l'audience. Est-ce que ça, moi, je pense pas. Clairement, il y en a qui ont essayé de le faire. On a les bad boys ou les personnes qui revendiquent d'avoir des côtés un petit peu négatifs. Voilà. Ouais. Nick Kyrgios, par exemple, dans le tennis. Il y en a qui aiment bien. Voilà, après, à gérer, c'est plus compliqué. Il y a une équipe historique de basket américain qui jouait sur la violence, etc. Mais c'était un peu too much. C'était les Detroit Pistons. Mais ils sont allés un peu loin, même si ça a fait leur image de marque. Donc, je pense pas, en fait. Il peut y avoir un côté un peu dur, un peu sévère, etc. Et je pense que le sport, c'est quelque chose de positif. D'abord, ça touche à la santé. Ouais. Ça donne du plaisir aux gens. Les gens qui sont jeunes, des gens qui sont moins jeunes, qui regardent la télé, qui adorent le cyclisme, le tennis, voir les gens évoluer, voilà, ça donne des souvenirs. Voilà, et c'est des efforts qui sont importants. Donc non, je pense pas. Je pense que le sport, c'est quelque chose de très hédonique, de très positif, parce que ça touche à la physiologie humaine et à l'hédonisme. Après, le mieux, c'est de pouvoir pratiquer en même temps. Mais c'est vrai qu'on pratique de moins en moins, plus on vieillit. D'abord, on a moins le temps. Est-ce que c'est vrai? Parce que j'ai quand même l'impression que déjà les plages, enfin moi je vois, le trail est un domaine où c'est extrêmement fort, c'est-à-dire qu'il y a des coureurs. Il y a des marchés qui se développent. Je me suis fait doubler par le vélo, c'est un pareil. gars de 65 ans mais qui me disait. Vous avez raison. Maintenant, physiologiquement, il est clair qu'on n'a pas la même récupération sur des sports plutôt durs. Le water-polo, la boxe, même le tennis. Moi, j'ai des gens qui jouent à 70 ans, qui sont encore en seconde série, qui sont extraordinaires. Mais moi qui en ai 47, je joue avec un collègue qui a plus de 50 ans. Souvent, on n'est pas beaucoup, où je fais encore du 3-3, on n'est pas beaucoup à plus de 40 ans à jouer avec des jeunes de 20 ans ou de 25 ans, etc. Mais pour me contredire, LeBron James, il a joué à plus de 40 ans, Roger Federer tard, Djokovic tard, Lindsey Vonn très tard, Kelly Slater, pour ceux qui aiment le surf, c'est extraordinaire ce qu'il a fait, parce que lui, c'est à plus de 50 ans qu'il était compétitif sur un sport extrêmement dur. Dans la boxe, on a vu aussi des gens revenir, voilà, des femmes incroyables qui ont eu des enfants qui reviennent, donc, mais ça reste exceptionnel. Et après, il y a de l'adaptabilité, par exemple le trail, la course. On parlait des sports de raquettes, mais également le paddle sur l'eau, des tas de choses comme ça qui ont permis de continuer. Et aussi grâce au tissu associatif français, contrairement aux États-Unis où il n'y a pas de tissu associatif, où c'est plutôt le privé qui fait ça, on peut accueillir encore des seniors, etc., qui font du sport santé, etc., qui se développent. Et ça, c'est quelque chose que les fédérations font de mieux en mieux. La fédé de tennis le fait très bien, de foot, de hand, de natation, etc. Parce que le pratiquer tout au long de la vie, ça permet de rester en forme physique, en forme mentale. C'est quelque chose qu'on n'en a pas parlé, mais la problématique mentale, c'est une problématique forte dans le sport, mais qui est une problématique énorme en gestion. C'est-à-dire les personnes qui font des burn-out, des personnes qui sont en difficulté pour organiser leur travail, leur vie professionnelle, etc. Ça arrive dans le sport. Parce que c'est très très dur, c'est très compétitif. On a des personnes qui sont en dépression, qui ont des problématiques, on peut parler de maladies mentales. Sportifs de haut niveau là. Bien sûr, okay. mais des salariés aussi. Des salariés, des étudiants. Oui, Moi j'ai des étudiants qui sont en difficulté parce qu'ils enchaînent des boulots, parce que le financement des études, etc., qui sont en difficulté mentale et difficulté économique, parce que l'athlète il peut être en difficulté économique quand il perd. Parce que si je prends le tennis, vous perdez plus souvent que ce que vous gagnez. Il y a une célèbre citation de Roger Federer qui dit qu'il a plus perdu de points qu'est-ce qu'il en a gagné. Et finalement, tout le monde pense qu'il a été un champion extraordinaire, ce qui est le cas, mais il a appris à perdre. Mais dans la vie, on ne réussit pas tout le temps. Et donc, voilà, cette école de l'apprentissage qui peut être aussi la musique, l'art, le spectacle, la prise en parole, mais le sport. Moi, ce que je reproche un petit peu à nos gouvernants, et je pense qu'on a eu des ministres qui ont essayé de faire des choses mais qui ont resté sans pouvoir, pourtant ils avaient conscience de ça, c'est souvent été des femmes d'ailleurs, c'est que le sport n'est pas intégré dans la partie éducative en France. Pour moi, le prof de PS n'est pas assez reconnu, sa matière n'est pas assez reconnue,
que ça soit à l'école primaire jusqu'au lycée. Et puis nous, à l'université, on essaie de faire des choses. Hein. Le président Berton fait pas mal de choses. L'école de commerce aussi à Kedge, c'est super ce qu'ils font. Et malheureusement, c'est pas une priorité. Et donc, les étudiants font ça à côté. Ils ont des petits bonus, etc. Mais ça pourrait faire partie de le côté éducatif. La prise de parole en public, le travail en équipe, la remise en question, etc. Il pourrait y avoir des choses qui se font là-dessus. Moi, je l'ai testé dans un master dans lequel je travaille, où il y a une prof de sport qui fait cours de sport, alors que c'est pas une matière principale, mais clairement, je l'ai intégré dans l'évaluation, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est pas une obligation de faire du sport, mais ça participe à la construction des fameux soft skills dont tout le monde parle, et qui finalement ne s'apprennent pas à l'école, s'apprennent à l'extérieur de l'école. Et le sport est quelque chose d'extérieur, en fait, à part quand vous voulez être athlète. Donc ça, c'est quelque chose que peut-être les jeux, les sports font, mais la pratique tout au long de la vie, l'évolution, puis la technologie, on en parlait, la technologie permet de pratiquer. Sport handicap a évolué, mais pas assez, parce que il n'y a pas assez de sport pour des personnes qui sont plus en difficulté, qui ont des problèmes de poids, qui ont des problèmes de cœur, etc. Parce qu'on n'a pas les infrastructures. C'est le cas à Marseille, clairement. Par exemple, le Palais des Sports de Marseille ne permet pas aux personnes en situation de handicap de venir. Quand on parle de sport et de pratique au niveau des étudiants, des employés, etc., vous avez parlé d'une première chose qui est la santé mentale. Il y a aussi une autre problématique qui est fondamentale aujourd'hui, qui est peut-être liée notamment à l'utilisation des réseaux sociaux, c'est l'isolement social. Ouais. Et je pense chez les étudiants, je ne sais pas comment c'est, mais j'ai l'impression que c'est une problématique qui est... C'est grandissant. Tout le monde dit c'est le Covid, je ne suis pas d'accord. Ouais, c'était déjà comme ça. Je pense que le réseau social est antisocial. Moi, j'ai beaucoup de mal à faire des groupes. On est dans des matières, la gestion ou un travail de groupe. Et l'autre point, c'est le degré de concentration. C'est-à-dire 2 heures d'affilée pour un étudiant, c'est insupportable, alors que dans une entreprise, c'est une obligation. Voilà. Et donc, le degré de concentration par le fait que l'écran, pour tout le monde, il ne faut pas se le cacher, voilà, il faut savoir gérer. Et cette gestion individuelle, voilà. Et après, le support de se dire, c'est pas grave, j'ai ChatGPT qui va me faire la chose, ou j'ai quelqu'un d'autre qui va me faire la chose. Au final, vous pouvez pas le faire. Après, ça peut être un super support pour aller plus vite, mais pour comprendre ce qui est fait. Et en fait, au final, nous, par exemple, là où je vous parle, on a décidé de plus étudier ce que l'étudiant est capable de restituer à l'oral qu'à l'écrit. Parce qu'à l'écrit, aujourd'hui, la technologie peut maquiller beaucoup de choses. Et on ne sait pas d'où vient, mais au final, même quand l'IA n'existait pas, un devoir à la maison, moi, si je fais le devoir à la maison de ma fille, elle aura une bonne note en mathématiques. Mais le prof, il va tout de suite voir que c'est pas ma fille qui a fait le devoir. Et c'est pareil, quand je donne un travail à faire, il peut y avoir quelqu'un qui aide. Et donc, c'est pas une IA, mais c'est une intelligence humaine qui aide. Alors après, il faut voir s'il y a un degré de compréhension. Et l'université, c'est ça, c'est la capacité à comprendre par la capacité à expliquer. L'IA n'explique rien. L'IA reprend ce qui existe déjà, mais n'est pas un expliquant. Et donc, nous, on a cette capacité, cette formation à expliquer. Ce qui fait aussi que l'éducation, c'est scindé. C'est-à-dire qu'on a une éducation où il n'y a pas d'expliquant, c'est-à-dire il n'y a pas de prof. C'est comme si on avait un hôpital où il n'y a pas de médecin. Et donc, on a des écoles qui se sont développées où je trouve que l'État n'a pas été attentif, où il n'y a pas d'enseignement, il y a juste des... C'est-à-dire, par exemple, je me représente pas concrètement. Il y a des écoles où il n'y a pas de prof. D'accord. Il y a des écoles où il y a de l'apprentissage, ils font du bon boulot, hein, par exemple, mais il y a des écoles de management du sport, par exemple, des écoles plutôt sectorisées, etc., qui pensent que l'enseignant, finalement, n'est pas utile, parce que il est très théorique, il est loin de la réalité, etc. Sauf que l'enseignant, il est là pour expliquer et faire poser des bonnes questions. Pour être plus clair, il est là pour faire poser des bons prompts, en fait. Il apprend à faire des prompts, en fait. Les étudiants font des mauvais prompts. Et donc, de se poser des bonnes questions. En fait, c'est la définition de l'intelligence, de se poser des questions. Donc, quand ça va très vite, comme dans le sport, on ne se pose pas les bonnes questions. Et donc, en fait, on est dans la réaction. Et voilà, une des bonnes questions qui peut se poser, c'est l'effet d'expérience. Il n'existe pas d'organisation où, quand on fait des changements tous les 6 mois ou tous les 1 an, de salariés, de dirigeants, etc., où il y a une certaine continuité en termes d'effet d'apprentissage. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Ou alors ça a été ponctuel parce qu'il s'est passé quelque chose de manière, j'allais dire, alchimique,
C'est souvent le rôle d'un entraîneur ou de quelqu'un qui a réussi à faire une alchimie, mais c'est extrêmement rare. Mais la plupart du temps, le changement est négatif quand on change beaucoup de joueurs, etc. Mais l'Olympique de Marseille, c'est un cas typique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une continuité de travail si on change de base d'athlète, mais également de préparateur physique, d'encadrement physio, de dirigeant de centre de formation, de directeur général, tout le temps. Si on change tout le temps, on a du mal à être équilibré et à savoir où on met les pieds. Et c'est pareil pour une formation. Je m'adresse aux étudiants, etc. Quand vous allez dans une formation, vous avez tout le temps quelqu'un qui change. C'est qu'à un moment donné, il n'y a pas cet effet d'expérience de se dire, tiens, l'année dernière, on a fait ça, on va s'améliorer. Et cet effet d'itération dans le sport, de s'améliorer, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va regarder comment on a fait en N-1, c'est très important. Et dans des endroits qui vont très vite, comme l'éducation, la technologie, le sport, l'art, le spectacle, il faut savoir se remettre en question. Et je pense que c'est la vertu du sport. La vertu du sport, c'est qu'on essaie de s'améliorer, qu'on soit amateur ou professionnel, et cette capacité à s'améliorer fait qu'on excelle. Et donc, la capacité à s'améliorer, c'est le fait de se poser des bonnes questions. C'est ce que l'IA n'est pas capable de faire. L'IA va toujours vous dire que vous êtes extraordinaire, tout simplement parce qu'elle va récupérer des données qui ne sont pas tout le temps fiables, mais elle a envie que vous soyez content de ce qui est produit, tout simplement parce qu'il y a une compétitivité entre les différentes IA et elle préfère que vous soyez abonné à ChatGPT ou à Gemini ou à Mistral plutôt qu'une autre. Donc c'est une vraie problématique. Les gens se posent des questions, mais encore une fois, que ce soit dans le sport ou dans l'éducation, la technologie va très vite. Et est-ce qu'aujourd'hui, on a le temps de se poser pour se poser des bonnes questions ensemble? Et ça, cette problématique du temps, je pense que dans beaucoup de pays, en tout cas en France, moi je compare quand même pas mal parce que je voyage, je trouve que mes collègues nord-américains ont plus de temps pour se poser ce type de questions et que nous, on a beaucoup de procédures ou beaucoup de sous-estimation de l'administration d'une université. L'université de Marseille, c'est 100 000 personnes en comptant les étudiants, etc. Il y a du bâtiment, il y a des tas de choses. Et il y a des gens extraordinaires qui prennent beaucoup de temps et qui font du bénévolat. C'est-à-dire qu'ils font en dehors. Maintenant, il n'y a pas tout le monde qui veut le faire. Il y en a qui font leur métier et après qui font autre chose. Donc cette question-là, que ça soit pour le sport ou autre, mais si je rebondis, on a des athlètes de haut niveau, nous. Moi, j'ai 2 collègues qui travaillent dans la finance, qui accompagnent une jeune athlète qui aspire à faire les Jeux Olympiques de Los Angeles et qui passent pas mal de temps avec elle pour l'aider. Moi aussi, parce que je suis sensible à ça, mais je l'ai fait pour d'autres personnes, mais c'est du temps personnel. Ouais. Et ce temps personnel, c'est une motivation, parce que on voit que la personne est motivée, qu'elle essaie de le faire, etc., dans un sport qui est la voile, qui n'est pas facile. Et c'est vrai que ça, nous, en France, on ne l'a pas. C'est-à-dire de la reconnaissance de se dire, tiens, il y a un jeune ou une jeune qui a une activité à parallèle, qui continue, mais qui fait ses entraînements, qui revient de blessure, etc., et qui quand même continue à faire ça. À titre personnel, je sais que moi, quand j'étais étudiant, j'ai souvent eu une reconnaissance que je continue à pratiquer ou travailler. Et c'est vrai que j'étais peut-être dans certaines matières moins impliqué que d'autres, parce que je passais un peu plus de temps à faire autre chose. Et cette valeur de passer du temps à faire autre chose, je pense qu'elle n'est pas reconnue en France. La reconnaissance devrait venir, si je comprends bien de ce qu'on a dit depuis le début, en fait, de la fédération qui reconnaît et qui accompagne. Je ne suis pas sûr que la fédération a ce pouvoir-là au niveau politique. La Fédération française de tennis est particulière parce qu'elle a un pouvoir économique. D'accord. Mais finalement, et j'ai travaillé là-dessus avec les salariés qui sont toujours en place, elle n'a pas de pouvoir dans les universités, dans les écoles, dans les lycées. Elle ne peut pas demander à un proviseur ou à un chef de département ou à un doyen d'aménager des horaires. Elle n'a pas ce pouvoir-là. Et le ministère des Sports a très peu de pouvoir, ou la présidente du CNOSF a très peu de pouvoir. Ça doit être une décision. Voilà. Aujourd'hui, le sport est mis en avant parce qu'il est populaire, mais ce n'est pas un sujet électoral. Ouais, je vois. Alors qu'en fait, il ne devrait même pas y avoir de parti sur le sport. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la santé mentale, c'est bon pour les seniors, c'est bon pour les jeunes, c'est bon pour les familles, c'est bon pour tout le monde. Ouais. Et finalement, c'est des budgets qui sont coupés. On demande au privé de faire des choses. Et nous, on ne nous aide pas à aider des athlètes, à aider des jeunes à pratiquer, à faire, etc. Y compris sur le handicap. Je veux dire, sur le handicap, c'est très faible.
Moi, j'ai des athlètes ici, dans le lieu où je vous parle, qui font du sport adapté, etc. Et nous, on essaie d'aider parce qu'on a envie d'aider. Et mon directeur d'IUT aussi, il est sensible à ça, malgré le fait qu'il ne soit pas forcément athlète de haut niveau ou qu'il n'ait pas participé à ça. Mais la directrice de l'IUT actuellement, c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible à ça et qui fait vachement attention à ça sur son temps personnel. Et ça, c'est quelque chose qui est pas valorisé, mais elle ne demande pas à ce que ça soit valorisé, mais c'est très rare. Donc c'est un problème de société. C'est un problème de société, mais c'est quelque chose qui ne fait pas être élu, en fait. Être élu, c'est de diminuer les impôts, c'est de promettre des choses, etc. Alors que le sport ou la culture, c'est quelque chose qui est apolitique, mais qui nécessite des ressources, qui nécessite des compétences, qui nécessite de l'investissement, qui nécessite des supports adaptés. Voilà. Je trouve, par exemple, que dans la ville de Marseille, clairement, il n'y a rien qui a été fait pour le sport handicapé, pour le sport adapté. Les infrastructures sont très très faibles là-dessus, elles ne sont pas pensées pour ces personnes-là. Et moi qui ai travaillé très longtemps dans des infrastructures indoor, elles sont mal faites. Et donc ça devrait être une priorité. Aujourd'hui, il y a des villes où on peut avoir des accessibilités à l'eau, ça devrait être une priorité pour que le sport soit accessible à tous. Donc c'est une priorité, une priorité d'accessibilité et la reconnaissance qui vient des organismes. Ce que moi je reproche, c'est qu'on nous demande de faire beaucoup de sensibilisation, de cours sur la responsabilité sociale, environnementale, à la fois dans le sport et dans l'éducatif en général, mais qu'au final ça reste théorique. Et donc voilà, il n'y a pas de... pour moi, le sport c'est quelque chose de transversal, mais qui est social. Le sport féminin, c'est social. Avoir un enfant et faire du sport après avoir un enfant, un homme, il ne peut pas vivre ça. Et donc, pourquoi il n'y a rien qui est fait pour les femmes qui vont avoir des enfants? Moi, j'ai une collègue qui va accoucher dans les jours qui viennent, qui est quand même venue en cours à terme pratiquement, qui fait 1h30 d'aller-retour et qui pratique un sport, la gymnastique. Pourquoi il n'y a rien qui est fait pour elle? Pourquoi c'est elle qui doit se débrouiller seule? Pourquoi c'est nous qui sommes sensibles à ça et encore elle est tellement humble qu'elle fait pas, voilà, ça c'est quelque chose d'important. Et donc le sport est social, il est socialisant, il peut être désocialisant quand on fait partie de communautés qui sont extrémistes et qui vont être très négatives, qui vont faire des choses illégales, par exemple dans des stades, etc. Et donc là, il doit y avoir une rigueur très importante pour les fans, parce que les fans, aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit faire du plaisir. Et un athlète n'a pas performé, mais il n'a pas à se faire injurier. Il n'a pas à recevoir des menaces de mort, etc. Et ça, c'est vrai qu'on le vit dans la politique, le sport, et le côté populaire de la chose. Mais dans certains pays, pas trop quand même. C'est vrai. Dans d'autres pays, je trouve que le sportif est plus respecté par rapport à ce qu'il fait. C'est sûr qu'ici, le fait qu'il y ait des salaires qui soient publics, Tony Parker prend souvent cet exemple-là, Thierry Henry aussi, c'est des gens qui ont plus été respectés à l'étranger qu'en France. Parce que c'est des gens qui ont très bien gagné leur vie, qui ont été des marques exceptionnelles, des athlètes exceptionnels, qui ont inspiré beaucoup de monde, qui ont plus investi. Mais c'est le cas de Joe-Wilfried Tsonga, moi avec qui je travaille, qui est quelqu'un qui a toujours joué blessé, qui a été le meilleur joueur de tennis de sa génération, qui a investi de son argent personnel pour former, qui continue à organiser des choses, etc., qui a su garder une vie de famille, et au final, qui n'a pas été forcément aidé. Il a été aidé par sa fédération, mais aussi, il y a des gens qui lui ont dit tu ne vas jamais y arriver, mais il y a cru. Et au final, son exemple, il essaie, lui, à son niveau, de motiver des personnes en disant, voilà, son exemple, celui de son frère aussi, puisqu'il a été athlète de haut niveau. Ces choses-là, elles ne sont pas assez intégrées dans la partie éducative. Et c'est dommage, parce qu'on est un pays qui a plein d'événements. Alors, la réussite des Jeux Olympiques, mais peut-être que le sport est trop politique, à mon sens, et même les fédérations sont, pour moi, trop gouvernées politiquement et pas, socialement ou stratégiquement. Les réseaux sociaux, encore une fois, malheureusement, viennent renforcer les phénomènes type des fans qui deviennent extrémistes, etc. Parce qu'il y a la notion d'anonymat qui est pas vraiment là, finalement, quand on regarde comment la technologie fonctionne, mais il y a l'impression d'être anonyme. Après, la problématique des réseaux sociaux, c'est la problématique aussi de l'évaluation de quelqu'un qui n'a pas évalué. Mais aussi la lenteur de la justice. Et il faut le reconnaître, moi j'ai participé à des choses avec le parquet national financier. Ils sont extrêmement peu dotés,
ils mettent des années entières pour travailler sur des problématiques corruptives ou des problématiques sociales, etc., qui peuvent être très impactants. Mais y compris pour nos étudiants. Moi je suis très rigoureux, mais j'essaye, mais je sais que j'ai eu des cas où il y a eu des attaques sur les réseaux sociaux, etc. Mais quoi qu'on fasse, malheureusement, les services de l'État n'arrivent pas à être opérationnels parce qu'il y a toujours plus à faire. Et donc, c'est vrai que ce côté-là, voilà. Mais je ne comprends pas, par exemple, dans un stade, comment des gens peuvent lancer des feux d'artifice. C'est pas possible, parce que c'est illégal. Hein. Donc, comment c'est possible ? Et en tout cas, ça existe en France, ça existe en Grèce, ça existe, etc. Ça n'existe pas aux États-Unis. Je dis pas que les États-Unis c'est mieux. Hein. Il y a eu des problèmes aux États-Unis aussi. Voilà. Mais ça n'existe pas. Alors, est-ce que c'est culturel ? Est-ce que c'est professionnel ? Pourtant, il y a des stades de 100 000 personnes, etc. Mais bon, voilà. Et après, aux États-Unis, il y a des problèmes où il y a des flics qui tuent des personnes pour rien. Et donc, il y a d'autres problèmes. Ouais. Mais en tout cas, ce côté extrémiste par le social, l'audience, voilà. Après, pour moi, les personnes qui font la promotion de ce sport extrême, y compris des athlètes ou etc., qui sont assez violents, là, ça doit être contrôlé par les détenteurs de droits. Il doit y avoir de l'interdiction à la compétition. Voilà. Mais on est dans un milieu très politique. C'est quand même une élection. Et au moment où c'est souvent à la FIFA, à la FIBA, à l'ATP, dans les fédérations, ce sont des élus qui font beaucoup de travail, qui donnent beaucoup d'eux, et qui n'ont pas tous le périmètre de compétences, notamment sur ces credos-là. Donc ça nécessite des professionnels, tout comme je vous parlais aujourd'hui, un enseignant, c'est un professionnel. C'est quelqu'un qui sait faire un exercice, c'est quelqu'un qui sait corriger, c'est quelqu'un qui sait recruter, c'est quelqu'un qui apprend, qui évolue. Et un professionnel peut être très intéressant, mais il n'a pas cette capacité qu'a l'enseignant, tout comme un médecin est un professionnel, un urgentiste est un professionnel, un avocat est un professionnel. Donc on parle toujours de professionnalisation du sport. Oui, c'est une vraie problématique. En France, cet équilibre entre le bénévolat et le côté politique du sport et le côté professionnel, et le côté socialisant du sport qui est une nécessité pour la partie éducative. Parce que, en effet, je vous rejoins, j'ai des étudiants qui sont on a de plus en plus de problèmes individuels avec les étudiants, de plus en plus de travail en groupe qui se passe mal, de plus en plus de gens qui sont pas capables de se remettre en question, alors que c'est positif de se remettre en question. Et comme un athlète qui va dire « j'ai perdu parce que mon entraîneur est mauvais ». J'ai une mauvaise note parce que... Ça arrive de plus souvent ? Dans le privé, les étudiants évaluent les enseignants. D'accord. C'est comme si aujourd'hui quelqu'un évaluait Roger Federer sur sa façon de jouer. Alors je dis pas que les profs sont des Roger Federer, mais en gros, s'ils sont là depuis X années, c'est qu'ils savent, ils ont passé des diplômes, etc. C'est qu'ils savent y faire. Alors certains plus ou moins, mais c'est pas aux étudiants d'expliquer aux profs comment ils doivent enseigner. L'étudiant est là pour apprendre, et il y a des choses qui vont lui plaire moins bien, voilà, comme un athlète. Et ça, c'est une particularité. L'athlète, il paye souvent son entraîneur, mais il n'a pas à dire l'entraîneur est pas bon, alors il est entraîneur. Donc voilà. Et un prof, c'est un peu un entraîneur en fait, parce qu'il vous prépare à quelque chose. Alors il vous prépare théoriquement, mais voilà. La chose que j'ai à dire, c'est que ça soit dans le sport et dans l'éducation, la parallèle que je fais, c'est les anciens athlètes et les anciens étudiants qui participent, parce qu'eux, ils ont vécu la partie apprentissage, et après, qui participent après à partager. Je parlais de Joe Tsonga, par exemple, qui ne se présente pas comme un entraîneur, ou Tony Parker qui veut être entraîneur, ou Zinedine Zidane qui l'a été, après avec des résultats. Mais il a cette légitimité de... Et donc c'est vrai qu'un athlète qui finit après à devenir entraîneur ou partager sur des parties ce qu'il a pu vivre en termes de réseaux sociaux, de communication, etc. Mais pareil, un ancien étudiant, ici on a beaucoup d'anciens étudiants qui viennent, mais qui a déjà vécu les mêmes choses que les étudiants. Et donc cette capacité à partager, là c'est de partager de l'expérience. Voilà. Mais par contre, quand vous changez tout le temps de dirigeant, vous ne pouvez pas le faire. Et ce côté circulaire que j'ai essayé moi aussi de travailler avec le tennis, on avait par exemple un directeur de haut niveau, je peux donner son nom, il s'appelle Thierry Champion, c'est quelqu'un qui a été athlète de haut niveau,
qui a été entraîneur de plein de joueurs très différents, passé de Gaël Monfils à Benoît Paire, à Richard Gasquet, à d'autres, voilà, et qui a des choses à partager, etc., et qui est extrêmement compétent. Et malheureusement, il n'a pas été gardé pour des raisons X, Y, et il va apporter quelque chose aux États-Unis pour les jeunes filles américaines, tant mieux pour les États-Unis. Mais on a des vraies compétences en France. On parlait de Roger Federer, son préparateur physique, c'est un Français. Et sa carrière, sa longévité, cet attachement qu'il avait, et cette continuité qu'il avait, elle n'est pas isolée du tout. Donc, et pareil, Tony Parker a été formé par Greg Popovich, qui a formé d'autres joueurs comme Boris Dio, etc. Et pourquoi pas, Zidane a été formé à la Juventus. Mais encore une fois, le sport, ça n'a pas de frontières. Ouais. On peut tous s'entraider. Mais la France a beaucoup de choses. Et peut-être que le côté un peu politique et le côté un peu moins stratégique, éducatif, etc., impact. Et donc, c'est moi qui vis les deux côtés. Je peux parler de ce que j'ai vécu en tant que praticien, mais également chercheur. Après, essayer de faire le lien entre les deux, il y a la question de la vitesse. J'observe la même chose, que ce soit au niveau des entreprises, où en fait, il y a peut-être c'est lié aux réseaux sociaux. Encore une fois, j'arrive pas on peut difficilement mesurer l'impact que ça a eu, mais qu'au niveau des entreprises, il y a un turnover qui est de plus en plus important. Les gens restent de moins en moins. Enfin, c'est très rare. Il y a quand même certaines entreprises que j'ai vues où les gens restent pendant des années, des années. Le problème de société. Ouais, le problème de société, c'est l'infidélité, la marque employeur. C'est pas normal qu'on ait, nous, des théories sur la marque employeur. Et donc, on essaie d'attirer des gens, de les fidéliser. Moi, j'ai beaucoup de mal à recruter du personnel. Je peux juste demander de clarifier ce que c'est une marque employeur pour Le marque employeur, c'est de communiquer sur l'attractivité qu'il y a à travailler dans une organisation. D'accord. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, voilà, il y a la partie motivation salariale, mais il y a aussi le bien-être au travail, il y a aussi le travail collectif, il y a aussi l'impact social qu'on peut avoir, il y a aussi les heures, il y a aussi la liberté de proposer, il y a des tas de choses comme ça. Et c'est vrai qu'on est dans un marché où le bien-être reste une valeur. Maintenant, il y a pas beaucoup de gens qui arrivent à exprimer ce que c'est que le bien-être, en fait. Est-ce que le bien-être, c'est juste un salaire ? Moi, j'ai beaucoup de gens qui veulent travailler dans le sport, savent qu'ils vont avoir un salaire plus faible, tout simplement à cause de l'élasticité de l'offre et de la demande. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, donc les salaires sont faibles. Mais au final, qui sont passionnés parce qu'il y a un impact social, parce qu'il y a du contenu, etc. Et donc, c'est une vraie question, en fait, qui se pose. Et les métiers des ressources humaines sont des métiers qui, malheureusement, se raréfient, qui sont aussi très chronophages parce qu'on fait beaucoup de choses. Et on travaille moins sur l'individualisation de la relation, l'évolution de carrière. Les gens qui travaillent sur les évolutions de carrière dans le sport ou l'après-carrière dans le sport, on le fait une fois que le mal est fait, en fait. La blessure, la gestion de la blessure, c'est énorme. Vous imaginez quelqu'un qui, du jour au lendemain, se pète un tendon d'Achille, se casse quelque chose, etc., ne peut plus évoluer alors qu'il a été à un très bon niveau, et qu'il a mis de côté sa jeunesse, etc., pour son pays, pour sa famille, pour lui, mais au final, il n'a pas de rémunération en fonction du sport que c'est. Parce qu'il y a des gens qui ont fait du ski et du tennis, ils ont choisi le tennis. Je pense à Yannick Sinner ou Sébastien Grosjean, mais ils auraient pu être peut-être champions de ski, mais ils n'auraient peut-être pas eu la même rémunération. Donc c'est une problématique sociale. Et c'est dommage que ça ne soit pas un enjeu, mais il y en a tellement. Et on est toujours sur cette question de temps. C'est-à-dire ce n'est pas ce qui est listé en premier. Et en fait, au final, on finit par abandonner en disant on va être traité dans X temps. Donc c'est toujours la même histoire, on a les JO, ça se passe bien, puis après on redescend sur Terre. Il n'y a plus de financement, c'est la crise, etc. Alors qu'en fait, c'est quelque chose l'éducation, le sport, c'est quelque chose qui dure. C'est quelque chose qui est un effet d'expérience. Et c'est ce que je reproche au sport professionnel. C'est tellement compétitif que les personnes sautent et savent qu'elles sautent. Parce que les résultats sont liés aux décisions qui sont prises, parce que le recrutement d'athlètes, le recrutement d'un staff, des choix qui peuvent être faits, etc. Mais par exemple, construire une enceinte sportive dans la durée. Après, il y a des choses qui perdurent. Si je comprends bien, c'est que en gros, on a des demandes on demande des résultats extrêmement rapidement, et si les résultats sont pas là, on blâme quelqu'un qui du coup est remplacé. Si Exactement. Et ça ne veut pas dire forcément que le remplaçant va aller beaucoup plus vite, beaucoup plus haut. Voilà. Et il y a cette fameuse théorie qui est à mon avis très pratique de l'effet d'expérience. Le changement continu
ne permet pas d'apprendre. Et je dis aux étudiants pour la deuxième fois, allez dans des formations où vous avez un effet d'expérience, où les gens ont formé les autres. C'est ça l'université. On forme des personnes qui sont passées par là. Nos anciens étudiants peuvent devenir nos doctorants. Moi, j'ai été formé par des personnes avec qui j'ai travaillé après et que je respecte énormément parce qu'elles m'ont appris des choses et j'ai essayé de m'inspirer d'eux. Et donc, j'ai eu mes directeurs, mes personnes, des gens qui m'ont recruté ici, et qui m'ont appris énormément. Et donc dans le sport, c'est ça aussi. Le hand français fonctionne comme ça parce qu'on a cet effet-là. Peut-être que le tennis, on l'a un peu moins, mais la natation, on l'a. Le judo, on l'a super bien. Le biathlon, on l'a. On a des gens qui forment d'autres gens. Cette espèce de transfert de génération. Et on peut l'avoir de manière familiale, on peut l'avoir de manière... Voilà. Et c'est clair que ça, le sport, ça donne un élément social, socialisant, qui peut être intéressant. Et en plus, il y a du plaisir. Donc c'est ça le petit plus, il y a de l'émotionnalité. Mais en effet, vous avez raison, ça peut aller très vite. Des mauvais résultats, tac, c'est haut, c'est bas, c'est haut, c'est bas, parce que ça se joue sur des détails. On ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Pourquoi l'équipe de France a joué si mal contre l'Argentine en finale de Coupe du Monde, alors que pendant 1 heure et quelques, jamais vous le saurez. Est-ce qu'ils étaient malades? Est-ce que voilà, pourquoi Yannick Noah a gagné contre Mats Wilander? Et Mats Wilander a fait un match moyen. Et Yannick a gagné, c'était génial. Et pourquoi après il a fait un match génial? Pourquoi Joe a gagné Rafa Nadal en l'explosant, puis après Djokovic l'a battu en étant imbattable? Il y a des plats et ça va très vite. Et pour moi, le sport est comparable avec l'univers technologique, l'univers de l'entertainment, l'univers du plaisir, où on veut des choses assez rapides. Alors qu'en fait, le feedback, ça permet de... Voilà. Et l'éducation, c'est quelque chose de lent, c'est pas quelque chose de rapide. Et le sport, pour arriver à un niveau, c'est pas en claquant des doigts, c'est pas parce qu'on a du talent qu'on y arrive. C'est parce qu'on se prépare comme un événement. C'est pas parce qu'on a fait Harvard qu'on va réussir. Ça peut aider, mais il y a plein de gens qui ont fait Harvard qui sont pas arrivés parce qu'ils n'ont pas tenu compte du contexte et que le contexte, c'est être mis sous pression et de savoir, à un moment donné, voilà, faire attention à ce qui se passe. Voilà. Et les réseaux sociaux sont souvent en effet quelque chose de négatif et pas contrôlé, parce qu'on ne sait pas qui doit les contrôler en fait. Et la sécurisation des réseaux sociaux fait que c'est un vaste sujet. C'est un vrai problème de société d'ailleurs. Est-ce qu'on va supprimer les réseaux sociaux ou les téléphones dans les lycées? Moi j'ai des collègues qui enlèvent le téléphone et l'ordinateur, mais je peux vous dire que si vous mettez, j'ai des étudiants qui regardent la télé, j'ai pris des photos, etc., qui regardent la télé pendant que je fais cours. Alors moi je suis un peu... geek, je fais pas gaffe, mais après je leur dis, mais c'est inconcevable. Oui, c'est inconcevable. Et comment est-ce que vous voyez, prenons l'évolution du sport globalement et l'organisation des événements sportifs qui a extrêmement évolué dans les dernières années déjà, comment est-ce que vous voyez l'évolution de ça dans le futur au regard de la technologie et de tout ce qui est en train de se passer? Moi je pense que si les dirigeants ou les actionnaires, parce qu'il y a une grosse évolution sur l'actionnariat, il y a de l'actionnariat étatique, il y a de l'actionnariat de revente, c'est-à-dire des fonds qui achètent pour qui revendent, donc il y a des intérêts pas sportifs mais des intérêts économiques. C'est le cas dans l'éducation, hein. On a des fonds qui ont racheté des écoles. Heureusement, ce n'est pas le cas dans les universités où j'espère que ça ne sera jamais le cas. Mais je dirais c'est une temporalité, c'est-à-dire je pense qu'il y a un effet d'expérience dans le sport et que les personnes apprennent aux autres dans l'organisation d'événements. Et donc sur l'opérationnalisation, sur l'excellence, etc. Voilà. Alors les Jeux Olympiques, il y a des gens qui ont travaillé à Paris 2024 qui vont irriguer le sport, peut-être d'autres qui ont travaillé au Tour de France qui vont irriguer. Il y a toujours eu d'ailleurs des échanges entre le Tour de France et Roland-Garros par exemple. Mais voilà, mais je vois l'avenir en se disant, tiens, c'est des métiers passionnels, mais des métiers où on transmet ouais, et ça, c'est le management. Le management, c'est de transmettre à quelqu'un d'autre pour lui permettre de progresser. Et je pense que les bons managers ont compris ça. La problématique, c'est de différencier le résultat sportif du résultat économique. Et donc, les deux sont corrélés. C'est clair que quand vous avez de l'argent, vous avez plus de chances d'avoir des résultats sportifs. Mais la valorisation de ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire le management, ça ne se voit pas en fait. Ça ne se valorise pas. Le temps passé à faire progresser quelqu'un, ça ne se voit pas. Et c'est pareil pour un athlète.
Souvent, on se dit, mais tiens, Martin Fourcade est extraordinaire, Amélie Mauresmo, super, Yannick Noah, dingue, Roger Federer, incroyable, Rafa Nadal, incroyable. Mais qui y a derrière, d'ailleurs, il les remercie souvent, ce sont des mains invisibles qui font que... Et les éducateurs, les familles, etc. Voilà. Dans le sport, par exemple, on s'occupe très peu des familles. Alors que les pauvres, ils sont mineurs, il y a du droit aussi, on s'occupe peu du droit des mineurs. Donc voilà, je vois évoluer comme ça sur des personnes qui ont cette capacité à comprendre que manager des personnes, faire évoluer des personnes, ça prend du temps, ça nécessite de l'expérience, etc. Et après, si vous adossez à ça la motivation passionnelle, je pense que ça peut donner des choses où la France, par exemple, a réussi des choses extraordinaires. C'est le cas des Jeux Olympiques qui viennent de se passer, au niveau sportif et au niveau médiatique. Et Martin Fourcade a réussi à médiatiser son sport grâce à l'équipe TV. C'est énorme pour la pratique, pour les jeunes, pour les stations, etc. C'est quelque chose qui n'a pas de valeur, en fait. Donc voilà, peut-être la discussion, c'est sur la valeur des choses. Et pas que la valeur économique, la valeur sociale, la capacité à contrer l'antisocial, puisque les réseaux sociaux doivent être physiques, et le sport est avant tout physique. Donc c'est des lieux, peut-être que l'avenir du sport français, c'est d'avoir des lieux de pratique physique qui soient priorisés. Nous, on a la chance d'être dans le sud, donc on a beaucoup de choses à l'extérieur. Par exemple, vous parliez du trail, etc., ou la mer, on peut pratiquer parce qu'il fait beau, mais il y a des endroits où on ne peut pas. Mais je pense que là-dessus, on est en retard par rapport à d'autres pays où on n'a pas privilégié les lieux sociaux. Et le lieu où on puisse travailler, le lieu scolaire, le lieu sportif, c'est très important de travailler sur un lieu qui est socialisant. Et le sport, c'est avant tout un lieu. Le Tour de France, c'est un lieu. Le Cercle des Nageurs, c'est un lieu à Marseille. Le Stade Vélodrome, c'est un lieu. Mais le Stade Vélodrome, pour moi, il n'a pas assez bien évolué par rapport à la compétition qui peut exister. Moi, j'étais à Madrid il n'y a pas longtemps, mais à Tottenham ou aux États-Unis, etc., où cette notion-là, qui est un investissement important, est une décision qui doit être étatique, parce que les lieux sont liés à des territoires. Et je pense que les lieux sociaux font qu'on se retrouve plus que des lieux virtuels. Après, c'est les deux, mais je pense que le sport est plus physique, mais phygital, que autre chose. Merci beaucoup.